l'accent sur le multicoque de course et la deuxième partie de cette matinale est donc à présent consacrée au multicoque de croisière, dont nombre d'exemplaires sont amarrés en ce moment dans le port qui est juste à côté. Je vais vous présenter les intervenants. Là aussi, une belle brochette, si je puis m'exprimer ainsi, si vous le prenez pas trop mal. Par ordre d'apparition, juste à côté de moi, nous avons Xavier Desmarais, qui est le responsable d'Outre-mer Yachting, qui est monté du sud exprès pour le salon nautique, le salon du catamaran à Lorient. Juste à côté de lui, vous l'aurez forcément reconnu, Jean-François Fontaine, qui est le patron de la Fédération des industries nautiques et qui est aussi le patron du chantier Fontaine-Pajot. À côté de lui, à nouveau, Bruno Belmont, qui est le directeur du produit voile de chez Beneteau. Beneteau qui est le constructeur notamment des Lagunes. Et puis, tout à bout, Emmanuel Allotte, qui est le directeur commercial de TUI Marine. TUI Marine, c'est les marques de location Moorings et Sunsail, et aussi les catamarans Léopard, si je suis bien informé. Alors, même principe, la parole est relativement libre. Vous êtes vous aussi diffusé en direct sur Internet. Il peut y avoir des questions de la salle et des questions via Twitter. Et puis n'hésitez pas à discuter, à débattre entre vous. Moi je vais faire comme la table ronde précédente, lancer les grandes lignes et puis ensuite c'est à vous de jouer. Alors j'en ai discuté juste avant avec Jean-François Fontaine. Je voudrais que le président de la Fédération des industries nautiques que vous êtes nous fasse un peu, peut-être avec l'aide des autres participants, une sorte de photographie de ce qu'est aujourd'hui le marché du multicoque de croisière au sein du marché de la plaisance. Alors vous m'avez dit ça va être compliqué, mais quand même vous êtes le mieux placé, je pense, d'entre tous pour pouvoir nous en parler. Alors comment va le multicoque de croisière aujourd'hui dans un marché un peu secoué? Écoutez, merci de votre intéressante question. Comment va le multicoque de croisière? Écoutez, tout d'abord, on ne va pas faire de langue de bois. Le marché mondial du nautisme va mal. On a eu des périodes très fastes de développement, on a eu des crises locales. Dans les années 90, il y avait une crise sur l'Europe, mais il y avait d'autres parties dans le monde qui allaient mieux. Et on est aujourd'hui dans une période où le marché mondial du nautisme traverse une période difficile. Alors si on globalise et quand on parle nautisme, ça va des riveurs jusqu'à des yachts de 100 mètres. Globalement, vous avez une industrie américaine qui a explosé pendant la crise. Quand je dis explosé, c'est des chiffres d'affaires réduits divisés par 10. C'est pas exploser la croissance, c'est exploser il y a eu au sens littéral du terme. Les producteurs de bateaux américains, certains ont été en faillite, d'autres ont réduit complètement leur activité. Donc, en Italie, le désastre a été à peu près, pas tout à fait aussi grand, mais considérable. J'ai regardé une marque comme Ferretti, qui a été en situation économique extrêmement difficile, qui vient d'être prise par un groupe d'investisseurs chinois. Chiffre d'affaires italien qui a dû être probablement divisé par 3. On est passé de 3 milliards à 1 milliard. Voilà, on parle de choc lourd. Et une industrie française qui a réduit un petit peu la toile depuis le mois de septembre dernier, où on a à nouveau, après un rebond qui nous avait donné un petit peu d'optimisme sur l'année 2010-2011, eh bien, l'année 2011-2012, parce qu'on parle souvent, nous, en année commerciale, c'est-à-dire de septembre à septembre, eh bien, on est redescendu. Comme ce sont des documents publics, tu me permettras, Bruno, de citer ce que vous avez dit dans votre dernier document, puisque vous êtes coté, de dire que dans un marché mondial en baisse de 20%, le groupe Beneteau a surperformé, parce qu'il n'est pas en baisse que de 10%. Voilà. Donc on est dans un marché mondial dur, avec quelques poches d'espérance ici ou là. C'est-à-dire qu'il y a des pays où il y a de la croissance, où les ventes de bateaux se développent. Mais globalement, sur les pays européens, ça reste difficile. Le pays leader européen l'an dernier, c'était la Turquie, qui avait la plus belle croissance de vente de bateaux. Je ne sais pas ce que ce sera cette année, je crois que c'est un peu moins bien. Et puis, ici ou là, sur la planète, des zones sur lesquelles le nautisme se développe. Mais sur des développements qu'on va qualifier de non récurrents. C'est-à-dire que c'est des développements qu'on a du mal à maîtriser. Il y a des ventes, mais il n'y a pas des marchés organisés, il y a des bonnes ventes qui se font localement. On peut parler de la Chine, on peut parler de la zone Asie-Pacifique au sens large aussi, on peut parler du Brésil, on peut parler d'un certain nombre de zones sur lesquelles il y a des beaux dossiers, mais on n'est pas encore dans des dossiers structurés, organisés. Alors maintenant, vous m'avez posé la question plus localisée, plus focus sur le multicoque. Dans cet environnement difficile, le multicoque fait beaucoup mieux que la moyenne. Je ne connais pas les tendances, et puis que l'année n'est pas finie, mais globalement, on peut penser aujourd'hui que les producteurs de multicoques français et sud-africains, pour englober tout le monde, vont être sur une tendance de petite croissance. Je dis bien, voilà,
je ne sais pas, ça, je serais peut-être démenti par mes voisins, mais j'ai le sentiment qu'on sera sur une tendance de petite croissance, ce qui est formidable compte tenu de la situation du marché que je développais. Alors, on a maintenant un paysage du client multicoque qui est un paysage qui n'est pas unique. Il est sous-divisé en différentes catégories. Vous aviez, il y a 20 ans, un petit nombre de gens qui arrivaient à un certain âge dans la vie, pas très loin de l'âge que nous allons avoir, qui décidaient de tourner la page et de partir naviguer à travers le monde. Ils choisissaient un gros bateau en aluminium. Alors, juste avant qu'on attaque les clients, je voudrais juste faire réagir vos voisins sur votre diagnostic et la photographie du marché que vous avez donné. Bruno Belmont pour Beneteau. Oui, les grands chiffres sont exactement ça. Lagoon, pour le groupe Beneteau, c'est la marque qui va surperformer et qui va faire de la vraie croissance, même assez forte cette année. Elle est relayée effectivement par la Chine et par le Brésil et par les pays émergents, parce que sur le reste, c'est plutôt flat. Mais en plus, dans les pays émergents, la voile n'est pas la plus grosse croissance. C'est vraiment le bateau à moteur et plutôt le très gros bateau à moteur qui tire. Donc le marché de ce que, quand on fait des katas, on appelle le half-boat, c'est-à-dire le monocoque à voile, lui, il souffre forcément encore plus parce qu'il ne bénéficie pas des marchés émergents. Emmanuel Alette, est-ce que ça se traduit aussi du point de vue du loueur, ce diagnostic? Oui, absolument. Nous, on va dire que le... Allez-y. La situation, elle est un petit peu différente pour le loueur, où il y a un phénomène d'inertie. C'est-à-dire que pour nous, la question, c'est le renouvellement de la flotte. Donc quand on est dans une période de crise aujourd'hui, notre problème, ça va être de renouveler déjà. Il faut savoir que le groupe tourne sur 1100 bateaux et qu'on doit renouveler à peu près 200 bateaux par an. Donc le problème de la crise, nous, va faire qu'on va avoir un problème de renouvellement. Donc la conséquence, elle ne sera pas forcément immédiate pour l'année 2012 ou 2013. La conséquence sera sur l'année 2014 où on aura éventuellement une flotte diminuée, donc moins de bateaux à proposer. Donc voilà, mais ceci dit, le reste, après ça, sur la question des catamarans, on reste de toute façon sur des flottes qui sont, pour des bateaux supérieurs de 40 pieds, c'est à peu près 50% de la flotte est composée de catamarans. Mais est-ce que vous ressentez, vous aussi, au niveau de la location, ce décalage entre le monocoque et le multicoque? Est-ce que vos locations de multicoque fonctionnent mieux que vos locations de monocoque, en gros? C'est-à-dire que je pense que s'il n'y a pas le catamaran dans les années 75-80, la location ne se développe pas de la même façon. Le catamaran a permis l'ouverture de la croisière à un ensemble, une population qui ne serait jamais venue à la location, ou qui ne serait jamais venue au bateau. Et aujourd'hui, même on arrive à des choses qui sont un peu, on va peut-être l'occasion d'en parler, mais notre clientèle n'a pas du tout, même la clientèle d'aujourd'hui n'a rien à voir avec ce qu'elle était il y a 10 ans. D'accord. On va parler des clients juste après, et je voudrais, pour finir le tour de table, demander à Xavier Desmarais ce qu'il pense, lui, de ce diagnostic. Est-ce qu'il le vit de la même manière? Ah, tout à fait. Nous, on est un petit groupe, on est dédié à la grande croisière, donc on a dans le groupe des monocoques et des multicoques. Et donc on voit un décalage entre le monocoque et le multicoque. Donc le multicoque beaucoup moins touché, mais on voit un phénomène, effectivement, il faut aller chercher des marchés ailleurs. Là, nous, maintenant, on est à 78% d'export sur les Qatar. Enfin, je crois que c'est des chiffres qui sont à peu près moyens dans la profession. Et donc, il faut aller chercher des clients ailleurs, et on va en reparler, mais avec il faut attirer le client avec de la nouveauté et des choses un peu séduisantes, donc de l'innovation. Mais c'est vrai qu'on sent quand même une pression assez forte pour avancer là-dessus. Alors, comment on explique ce décalage, cette moins mauvaise santé, ou plutôt cette bonne santé en période de crise du multicoque? Toute relative, je vous vois faire la moue, Jean-François Fontaine, mais comment est-ce qu'on explique que en cette période de crise, le produit multicoque, lui, fonctionne un peu? Je pense que les produits qui s'adressent à des gens qui vont passer du temps et prendre du plaisir à bord d'un bateau, c'est ce marché-là qui est plutôt soutenu. Donc c'est le marché de ceux dont on s'occupe outre-mer quand il fait des bateaux de tour du monde. Les gens qui avaient des projets de tour du monde, je pense qu'ils n'ont pas ralenti dans les dernières années. Au contraire, ils ont accéléré leurs projets parce qu'ils se sont dit de toute façon c'est tellement le souk que je serais mieux ailleurs. Donc ce marché-là est plutôt devenu assez consistant. Et d'ailleurs dans les monocoques à voile, les bateaux qui s'adressent plutôt à de la vie à bord sont des bateaux qui résistent mieux à la crise que les bateaux plus orientés vers la croisière dite traditionnelle, quoi. Et donc les catamarans, qui sont par nature des plateformes de vie à bord plus conviviales qu'un monocoque, forcément ils résistent mieux, je pense. Je partage cette analyse. Il est certain, c'est qu'on est à la fin d'un cycle. Le grand cycle de la plaisance des années qui a démarré dans les années 60-70, ce cycle-là arrive à son terme.
notre clientèle ne peut pas se régénérer chaque année en prenant un an de plus. Et hélas, tous ceux qui ont été nos clients il y a 20 ans ne sont plus nos clients par la force des choses. Et donc il nous faut nous adresser à des nouvelles tranches de clientèle qui peuvent avoir des formes de pratique très différentes. Ça peut être la forme de pratique qui a été évoquée, le bateau de grand voyage. Donc de partir à un certain âge et aller naviguer. Mais ça peut être aussi des formes de pratique très conviviales. On ne fait pas du bateau tout seul, on réunit 3 couples, 4 couples, des copains, et on part naviguer en location. Ça peut être aussi des gens qui ne vont pas forcément beaucoup naviguer, mais qui vont bénéficier des pays tropicaux en vivant à bord du bateau, pas forcément en naviguant, mais ça va être d'une certaine manière une plateforme sur l'eau sur laquelle on va passer 15 jours de vacances, c'est extrêmement agréable. Donc je pense que c'est ces nouvelles formes de pratique le catamaran répond assez bien à ces nouvelles attentes. Ça veut dire que la clientèle du catamaran, on avait commencé à aborder le sujet, je sais pas comment on les appelle, les pratiquants de catamaran, les multicoquistes, les marins, voilà. Est-ce que c'est une clientèle qui est très très différente et très spécifique par rapport à la clientèle des monocoques? D'abord, elle n'est pas unique, elle est morcelée. Il faut qu'on soit toujours très prudent dans tout ça. On n'a pas un profil type parfaitement cadré. Mais ce qui est certain aujourd'hui, c'est que les attentes des clients sont sans préalable. C'est-à-dire qu'il y a 15 ans, quelqu'un venait sur un salon nautique, il trouvait normal de se baisser pour rentrer dans un cabinet de toilette, il trouvait normal de se doucher à côté du lavabo, il trouvait normal que le lit soit un petit peu exigu. Alors ça, maintenant, on est dans une autre planète. Les gens considèrent qu'un lit normal, c'est 1,60. En dessous, oui. Merci Bruno. Non mais c'est pas totalement idiot ce qu'il dit. Il y avait des bateaux il y a longtemps où même la lift, c'est même pas 2 mètres de long. C'est des choses. Aujourd'hui, il y a des standards. Un cabinet de toilette, vous allez dans un salon à Düsseldorf, vous rentrez dans une marque de monocoque que je ne citerai pas et qui n'est pas là pour rassurer, et dans lequel vous pouvez pas être debout droit avec encore de la place au-dessus. Vendre aujourd'hui un multicoque comme ça, c'est même inenvisageable. Les gens considèrent comme basique que la douche soit grande, séparée du lavabo. Et voilà, on est dans une logique où l'exigence de volume et de confort, les gens comparent le bateau par rapport à d'autres biens. Ça peut être une maison secondaire, ça peut être un camping-car de grande qualité. Et donc on est maintenant sur des logiques de volume qui vont complètement primer tout le reste. Et ensuite, il va falloir essayer de rendre tout ça acceptable, élégant, marin. Voilà. Moi, je voudrais juste rajouter quelque chose sur ce que dit Jean-François, c'est que avant, le skipper, qui est en général celui qui va déclencher l'idée de louer un bateau, avant, cette personne louait un monocoque. Et puis, son entourage s'est usé à naviguer sur un monocoque, on avait assez. Le prétexte de la femme qui ne veut pas naviguer sur un monocoque. Et finalement, pour élargir son équipage, il est passé au catin. Et ça a permis de faire venir à bord des gens qui ne seraient jamais venus sur un monocoque pour différentes raisons. Et ça, c'est vraiment l'importance du catamaran dans la location, ça a été cette opportunité de faire venir naviguer des gens qui ne seraient jamais venus sur un bateau qui gîtait ou dans des cabines qui étaient peut-être un peu exiguës, un peu fermées, et dans des cabinets de toilettes où il était difficile de sortir quand on avait fait certaines choses. Donc ça, c'était vraiment la grosse l'apport du catamaran vis-à-vis de nos équipages, c'est l'ouverture vers d'autres personnes. Xavier. Oui, ça, on a constaté ça. C'est vrai qu'il y a quelques années, le kata n'existait pas, le multicoque n'existait pas. Si on regarde l'évolution du poids du kata dans les productions, c'était 0 en 85, comme ça, ou très, très faible, 2% en 85. Et l'an dernier, on est à plus de 26% en valeur pour les bateaux de plus de 12 mètres. Donc c'est quand même... Pour être précis, c'est les bateaux de plus de 12 mètres produits en France. C'est les statistiques de la FIN. On est sur une statistique entre 25 et 30% du chiffre d'affaires de la plaisance des bateaux au-dessus de 12 mètres sont des multicoques. Donc ce que ça montre, c'est que le multicoque est devenu un vrai bateau. On peut naviguer sur un multicoque, être un vrai marin. Ce qui avant était vu comme une plateforme agréable pour juste la location, en fait, ça a permis de faire venir de nouvelles personnes. Et aujourd'hui, le catamaran, peut-être ce qui explique votre question, c'est de savoir qu'est-ce qui peut expliquer cette meilleure tenue. C'est qu'en fait, le catamaran propose beaucoup moins de barrières à l'entrée pour un nouveau pratiquant que le monocoque. Et du coup, il y a des gens qui arrivent au monocoque sans l'étape monocoque et qui vont... Multicoque. Qui arrive multicoque sans l'étape monocoque. Exactement. On n'a pas besoin d'être un voileux, d'avoir fait tous les stages, les glénans, etc. Mais Donc c'est un produit plus... Mais avant, c'était un peu vu comme un sous... Il faut quand même savoir naviguer. Oui, bien sûr.
Mais disons que pendant longtemps... La barrière psychologique existe moins en multicoque qu'en monocoque, si je comprends bien. Tout à fait. Et ça se double du fait qu'il a été démontré par ailleurs, c'était le débat précédent, la Coupe d'Amérique ou toutes les grandes courses océaniques montrent qu'on peut être un vrai marin et naviguer en multicoque. Enfin, maintenant, c'est une évidence, ce qui n'était pas. Et donc, on n'a plus un déficit d'image sur le multicoque par rapport au monocoque. Voire en plus, quand les gens ont franchi le pas et qu'ils découvrent la qualité de vie à bord, c'est ça, hein, c'est le fameux slogan « When you go catch, you never go back ». Ça veut dire qu'il y avait une barrière inverse, c'est-à-dire que les vrais voileux, les durs de dur, ils refusaient de faire du catamaran. Ouais, je pense que plus généralement, les mondes entre le bateau à moteur, le bateau à voile traditionnel monocoque et le catamaran, c'est des mondes qui sont opposés pendant des années. Et la rupture générationnelle dont parle Jean-François, elle a généré des nouveaux clients qui ont un regard neuf et donc pas d'a priori et qui vont vers l'utilisation plus que le concept dans son absolu, quoi. Donc c'est vrai que du coup, le kata qui est un truc très convivial, il trouve une clientèle qui serait jusqu'ici opposée en disant non, c'est pas fait pour moi, c'est pas beau, c'est pas valorisant, je sais rien. Et cette nouvelle clientèle qui arrive, vous l'avez détectée depuis combien de temps? Tu as commencé en 80 combien toi? Nous on a commencé à faire des katas croisés en 83. Voilà. Mais ce qui est certain, c'est le mouvement que vous me décrivez, il est relativement récent. Le transfert ouais. des pratiquants du moteur vers le catamaran, etc. La fin de ces barrières-là. La rupture de génération, on l'a constaté d'abord aux États-Unis dans les années 90, où les parents ne véhiculaient plus l'amour du bateau aux enfants, et donc ça venait autrement. Et puis en Europe, c'est quand même arrivé aussi à la fin des années 90, où il y a eu un peu moins de ce passage de génération en génération. Et après, ce qui est intéressant, c'est dans les marchés émergents, où on voit qu'en Chine, par exemple, la moitié des bateaux à voile qui se vendent aujourd'hui, c'est des catamarans. C'est plus un tiers, c'est la moitié. Parce que là, il n'y a pas de rupture de génération, c'est une génération il n'y a pas de problème de place de port, il y a plein de raisons qui font que les gens vont vers le produit en tant qu'utilisateur. D'accord, donc ils vont naturellement vers le kata. Enfin, pas toujours, non. Mais on voit arriver sur les quais des clients qui n'ont aucun a priori. Sur des salons, des gens qui ont un pouvoir d'achat important, et arriver et se dire, écoutez, la logique voudrait que j'aille vers une belle vedette à moteur. C'est la référence internationale en termes de bateau. Puis finalement, je vois un cockpit de kata, je rentre dedans, c'est large, c'est de plein pied, il y a des belles cabines, plus grandes que sur certaines vedettes à moteur, et pourquoi pas? Et c'est vrai que la demande de vedettes à moteur rapide et tout ça, les gens s'interrogent. Alors aujourd'hui, le marché reste quand même un marché motonautique sur les pays émergents, mais on voit un espace pour la voile. Le catamaran est un facteur d'accès à la voile plus que le monocoque sur beaucoup de pays émergents. Je voudrais revenir un tout petit peu vers la location pour voir aussi s'il y a une spécificité du multicoque. C'est-à-dire, est-ce que le poids de la location dans le marché du multicoque est plus intéressant que dans celui du monocoque? Est-ce que vous pesez plus lourd chez les multicoques que chez les monocoques? Oui, parce que... Pour les raisons qu'on vient d'évoquer en fait. Hein. D'abord parce que les multicoques, c'est quand même des bateaux qui sont au minimum de 40 pieds, donc c'est 40 à 46 pieds, donc en chiffre d'affaires... Bien dans le micro. Bon, pardon. Oui, parce que les multicoques, c'est quand même des bateaux de 40 à 46 pieds. Aujourd'hui, en tous les cas, quand ils sont loués sans équipage. Donc au niveau chiffre d'affaires, c'est évident que c'est quand même sur ces bateaux-là qu'on fait le plus gros chiffre d'affaires. Après, la question qu'on a, c'est que ça va dépendre aussi un petit peu des marchés. C'est-à-dire que vous avez des marchés qui sont encore très sensibles aux monocoques. C'est quand même par exemple le cas des Anglais, qui sont quand même très sensibles à utiliser des monocoques, en plus qui utilisent plutôt des bateaux de petite taille. En revanche, tout ce que disait, c'est ce que on disait par exemple sur la clientèle française est de plus en plus tournée vers le catamaran, que ce soit même en Méditerranée, mais surtout dans les pays exotiques, mais c'est vrai que le poids du catamaran dans la location est maintenant devenu majeur. Et il est plus important que chez les monocoques? Plus important, pas encore. C'est une question. Hein. Il est plus important sur les bateaux de plus de 40 pieds, oui. Après, le problème, c'est qu'on est quand même encore, si vous prenez une flotte comme celle de TUI Marine, c'est 1100 bateaux, et sur les 1100 bateaux, on n'a que 30% de monocoques, 30% de multicoques, mais dès qu'on dépasse les 40 pieds, on est à plus de 50% de catamarans. Donc il y a quand même une grosse partie encore de monocoques sur des bateaux de 32 à 40 pieds. La remarque est juste, un des facteurs, un des freins au développement du catamaran, c'est notre faible capacité à développer des petits produits pas chers. Si
vous voulez partir en famille, un couple, 2 jeunes enfants, des katas en dessous de 35 pieds, c'est difficile à fabriquer à des prix raisonnables. Il faut aussi évoquer la sécurité. Un petit kata en dessous de 30 pieds habitable peut chavirer. Je crois qu'il faut être prudent sur ce genre de choses. Donc on est tous aujourd'hui sur des tailles d'accès qui sont 37, 38 pieds, en ordre de grandeur. Après, il peut y avoir des petites variations. Donc c'est quand même un frein important. Ce sont des tickets d'achat. Le premier prix, c'est 200 000 euros, 250 000 euros. Alors qu'il y a quand même tout un marché du petit monocoque où en famille, on peut avoir pour 100 000 euros un très joli bateau. Alors, si on... Et en plus, chose que là, on ne parle pas, mais parallèlement, les monocoques aussi, les dessins des monocoques ont beaucoup évolué. Aujourd'hui, on a une discussion, on discutait tout à l'heure de ça, je suis à peu près sûr que vous prenez certains équipages qui n'auront pas besoin qui peuvent partir à 3 ou 4 personnes, ils auront autant de plaisir à venir naviguer maintenant sur des nouveaux monocoques qui sont plus larges, plus lumineux, plus confortables. Et là, il y a eu tout un effort au niveau des constructeurs pour monter le niveau des monocoques pour avoir quelque chose qui soit au niveau confort, au niveau habitabilité assez proche de ce qu'on peut trouver sur des catamarans. Il y a une influence des multicoques sur les monocoques. Ah oui, ça c'est certain. Vous confirmez, Bruno Belmont, chez Beneteau ? Oui, forcément. C'est une influence dans un sens comme dans l'autre. C'est-à-dire que quand je parlais des mondes qui se parlent, nous on a commencé par regarder les bateaux à moteur parce qu'ils avaient 20 ans d'avance sur la prise en compte du confort attendu par un client dans un bateau comme dans sa maison. Donc on a regardé ce qu'ils avaient fait. Et puis c'est vrai que sur le catamaran, c'était peut-être plus facile à résoudre, en tout cas dans un premier temps. Mais c'est vrai que la génération des monocoques qui arrive aujourd'hui, celle qui s'occupe plus des bateaux de vie à bord, donc qui se permet d'être un peu plus large, donc d'avoir plus de surface mouillée et qui va le compenser par la surface de voile. Enfin, il y a des équations qui fonctionnent, qui rendent le bateau un peu plus attractif, et c'est ces marchés-là, ces bateaux-là, qui ont tendance à mieux résister. Alors, je voudrais qu'on continue à explorer un petit peu le marché et qu'on s'intéresse un petit peu aux produits. C'est quoi les tendances en ce moment sur le marché du multicoque ? Est-ce qu'on voit apparaître des segments qui marchent particulièrement mieux que d'autres ? Est-ce que, je sais pas, c'est les maxi kata ? Est-ce qu'il y a des recherches du côté des petits catamarans ? C'est quoi aujourd'hui, si on devait détecter et mettre en lumière 2 ou 3 tendances du secteur, ça serait quoi ? Tout d'abord, il y a une stabilisation qui est apparue depuis quelque temps. Quand on développe des nouveaux produits, il faut avoir des volumes de vente suffisants pour pouvoir amortir notamment tous les coûts de développement. Et donc on est presque tous sur une logique de dire un produit est dédié soit à la location, et on fait la version 4 cabines, 4 cabinets de toilette ou 6 cabines pour des très grands bateaux, et qui est un produit très tourné locatif, et de développer aussi des bateaux de vie à bord avec des coques dédiées à un propriétaire et de l'autre côté de l'espace dédié pour ses amis ou sa famille. Ça nous permet de mutualiser des coûts et de développer plus facilement des produits. Sur les autres tendances, moi ce que je ressens, c'est qu'il y a cette demande, entre guillemets, sur les bateaux que je qualifierais de basiques, des bateaux de 40, 50 pieds. Sur les plus gros bateaux, on est tous dans l'espoir de se dire une fraction minime des gens qui naviguent sur les grands paquebots de croisière vont vouloir continuer à faire des croisières sur des bateaux plus humains. Et donc, c'est derrière ça le marché du bateau à la cabine. Alors, c'est un marché qui est aujourd'hui, que je qualifierais de pas stabilisé encore, mais on voit bien qu'il y a là un espoir de se dire un bateau avec un équipage bien professionnel, avec une taille suffisante, parce que là, tout à l'heure on parlait de gens qui acceptent le catamaran parce que c'est confortable et tout. Là, les exigences de confort, c'est tout de suite des produits sur lesquels la clim est un produit de base. Les quantités d'eau douce, on ne doit même pas imaginer qu'elles peuvent être restreintes. Donc voilà, on est là dans encore un cran au-dessus, mais ça nous ouvre des perspectives qui changent complètement le volume du marché. Le Costa Concordia, on le remplacerait par combien de kata de croisière au même prix. Donc, vous voyez, alors ça veut dire par contre un niveau de prestation. Pour vous, mais... Alors ça existe déjà. Il y a des gens qui ont développé à l'unité des katas de cette taille-là, mais c'est des katas de quelle taille là donc... On est sur des bateaux qui commencent à 17-18 mètres. C'est des bateaux à partir de 60 pieds, enfin 55 pieds, 60 pieds, et qui peuvent aller au-delà, qui pour le moment ont été plutôt construits en aluminium. Mais on voit bien que quand vous voyez un groupe comme CMA CGM investir sur le Ponant, sur tous ces bateaux de taille 60 mètres, 70 mètres, eh bien on voit que le Catal a un espace pour la location à la cabine. Alors il y a déjà des acteurs sur la location à la cabine, mais on pense que là il y a aussi un potentiel de développement intéressant. Sur les
les tendances de votre point de vue Enfin, d'observation pour 2020 si on parle plus de tendance en termes de conception des bateaux, je pense qu'il y a, le catalogue croisière s'est plutôt radicalisé dans les années qui sont passées vers du toujours plus de confort, de hauteur sous barreau, de volume, etc. Et donc ça laisse forcément un peu de champ à des chantiers qui s'adressent plus à du propriétaire qui a déjà une expérience assez forte de navigation, qui a un projet assez précis, qui va chercher de la sensation en naviguant en voilier, même s'il reconnaît, comme la plupart des utilisateurs, qu'on navigue entre 10 et 20% du temps qu'on passe à bord d'un bateau. Mais ce temps-là, il a envie que ce soit du bon temps. Donc c'est une autre clientèle qui existe, qui est effectivement un marché de niche et qui est pour autant un marché de prescripteurs, de gens qui vont ensuite en parler, faire naviguer du monde. Et c'est ces gens-là qui vont ensuite aller chercher un bateau un peu plus consensuel, plus facile, plus volumineux. Donc cette tendance-là, je pense qu'elle continue, de même d'ailleurs qu'elle continue dans le monocoque, elle se poursuit. Et elle a des limites, parce qu'effectivement, on peut pas mettre des volumes monstrueux dans un bateau sans qu'à un moment, ça soit un vrai handicap. Il faut faire attention. Mais il y a les architectes navals pour nous aider là-dessus. On va en discuter juste après. Xavier, toi, tu es sur une niche particulière qui se porte comment ? On est sur une niche, donc, comme on disait, qui suit son bonhomme de chemin. Ce qu'on voit, c'est que dans les périodes de crise, il y a des gens qui disent moi, ça fait des années que je veux. Donc, ta niche, c'est les grands voyageurs. Donc, c'est les grands voyageurs, les gens qui partent faire le tour du monde ou pas, mais les gens qui. Cette notion de grand voyage. Alors d'ailleurs, cette notion de grand voyage a évolué ces derniers temps. C'est de moins en moins les personnes qui larguent les amarres sans retour. C'est de plus en plus. On va passer du temps sur l'eau, on va se faire plaisir, on va profiter de la vie, mais peut-être qu'on garde son job. On part 3 mois, on revient, on ne s'isole pas ni socialement ni avec les amis. En tout cas, il y a de nouvelles formes du grand voyage. C'est beaucoup moins moi Tessie qui part et puis je suis isolé dans ma bulle. C'est je reste connecté, je ne m'isole pas par le grand voyage. Le grand voyage, finalement, est un prolongement de ma vie quotidienne. Et dans cet esprit-là, je vais rechercher un confort très proche de celui que j'ai chez moi. Les cuisines doivent ressembler à celles que madame a à la maison. Bon, c'est très bien pour la qualité de la cuisine, ça c'est formidable, mais c'est vrai qu'on a des contraintes supplémentaires. Nous, on a toujours été donc une niche. On fait très attention de ne pas venir sur les plates-bandes de ces messieurs qui font très bien leur boulot et qui ont des outils industriels qu'on n'a pas du tout. Mais donc, nous, ce qu'on essaie d'apporter, c'est une spécificité, vraiment vivre à bord à plein temps avec une notion de sensation différenciante. Mais ce qu'on voit, c'est que les gens arrivent avec des demandes en disant je ne veux pas faire beaucoup de sacrifices sur mon confort. Donc avec les architectes, on travaille sur des solutions là-dessus. Un des points aussi, c'est de dire si on veut des bateaux performants pour nous, qui donnent des sensations aux navigants, eh bien si on veut coupler ça avec un confort proche de celui de la maison, il faut une taille plus importante. Donc nous, on a sorti là un 5X, 59 pieds. Et c'est vrai qu'après, le tout, c'est de pouvoir proposer sur des bateaux de cette taille-là une manœuvrabilité pour qu'une personne seule puisse le manœuvrer. Donc ça soulève tout un tas de défis techniques, mais ça permet du coup d'avoir à la fois des sensations, du grand voyage et un confort proche de celui de la maison. Dans votre groupe, on va dire ça comme ça, vous avez donc votre spécialité c'est le grand voyage, vous avez aussi des monocoques. C'est quoi la différence de clientèle entre le mono et le multi ? Alors il y a plusieurs actes de différenciation. Il y a le programme, pour les programmes les plus radicaux, Grand Nord, Grand Sud, on voit que l'aluminium garde beaucoup d'intérêt et est perçu comme plus traditionnel. Donc le monocoque reste le bateau de référence, ça c'est le premier point. Deuxième point, on voit aussi ce que disait Jean-François, c'est que dans des plus petites tailles, le kata c'est super, mais il y a un budget mini qui n'est pas accessible à tout le monde. Donc ça c'est le deuxième point de différenciation important. Et le troisième, c'est il peut y avoir un critère place de port, où pour des gens, donc ceux qui partent vraiment en grand voyage, finalement, place de port n'est pas un souci. Si on est plus intermittent, si on garde une attache et que son bateau est basé en France, là la place de port reste quelque chose de beaucoup plus compliqué sur un multi par rapport au mono. Alors on a évoqué très rapidement tout à l'heure les freins un petit peu au développement de ce marché-là. Vous avez parlé de Jean-François Fontaine, vous avez parlé de la sécurité. Est-ce que c'est un argument contre le multi en général aujourd'hui ? Ensuite, il y a la place de port. Est-ce qu'il y a d'autres freins comme ça si on liste les freins, le premier frein, c'est le ticket d'accès au bateau. On démarre sur des tickets qui sont plus élevés. Et pour les raisons que j'ai évoquées, je ne pense pas qu'il soit possible de les réduire, à moins de partir sur un marché du petit day charter, du bateau côtier, du camping
Mais pour le moment, on ne voit pas. J'ai construit des 26 pieds il y a quelques années. C'était décevant en termes de volume de marché. On ne peut pas justifier un investissement aujourd'hui dans ces tailles-là, même si les produits sont très sympathiques à utiliser. Donc le ticket d'entrée. La sécurité pour les toutes petites tailles. Dès qu'on passe une certaine taille, je dirais que ce n'est plus un sujet. On rentre dans la sécurité normale de la vie à bord d'un bateau, pas passer par-dessus bord, mais tout ça. Mais il n'y a plus du tout de sujet de chavirage dès qu'on passe une certaine taille. La place au port reste dans certaines zones du monde. Alors, c'est très variable, parce que vous avez des zones dans le monde sur lesquelles il n'y a pas de souci. Mais il y a des zones, Méditerranée, Cannes, Menton, Nice, celui qui trouve une place pour un multicoque, il est très fortuné, ou il a beaucoup de chance. Mais même en Bretagne, je veux dire, la problématique non, des places de Bretagne, port, elle est partout. Elle est moins violente, d'abord parce qu'il y a eu des créations de Oui, places sauf au qu'en port. catamaran, quand vous arrivez, Oui, vous prenez 2 places, quoi. Pas tant que ça. Moi, Pas je tant que navigue souvent en Bretagne en multicoque. D'abord, vous avez des reconversions de ports de pêche. Aujourd'hui, je ne vais pas vous faire la liste des ports, mais la ville de Brest a développé des places au port. Lorient vient d'en développer. Puis la Bretagne, elle est morcelée avec des îles où vous pouvez mettre votre bateau au mouillage l'hiver. Donc, dans le golfe du Morbihan, l'hiver, si la haute saison, c'est très sécurisé, l'hiver, vous trouvez de la place. Non, ce n'est pas vraiment un souci. Et en plus, sur la Bretagne, vous avez un atout énorme, c'est que les multicoques sont des bateaux échouables facilement pour l'entretien et tout ça. Donc, non, il n'y a pas. Pour moi, c'est évidemment la place au port est un sujet, mais dans des zones assez localisées, je pensais surtout Méditerranée Est, voilà, là, il y a des vrais sujets. Ailleurs, on trouve des solutions. Vous avez les ports d'Afrique du Nord qui se développent. Il y a un stand du Maroc, il y a la Tunisie. Donc, je vois là pas mal de possibilités. Il y a une réticence dans les freins à l'achat pour certains qui connaissent bien le bateau, qui se disent « est-ce que je serais capable de manœuvrer ?» Dès qu'ils l'ont fait, ils voient que ce n'est pas le souci. Mais on sent parfois cette approche « est-ce que je serais capable de ?» C'est un grand bateau. Est-ce qu'avec mon épouse, je vais être capable de… Voilà un petit peu, moi, les freins que je ressens. Pour aller plus loin dans ce frein-là, qui est un vrai frein quand même de long terme, le saut générationnel dont on parlait tout à l'heure, il amène des gens qui n'ont pas d'éducation de voile. Et c'est aussi dans les tendances qu'il faut qu'on développe de rendre l'utilisation du bateau plus conviviale, plus facile, plus démonstrative que ce qu'on fait aujourd'hui où les mecs arrivent devant un paquet de bouts et de nouilles et ils regardent ça et les loueurs le savent bien. Bien souvent, la grand voile, elle n'est pas hissée pendant une semaine de navigation ou de location aux Antilles, quoi. Parce que c'est compliqué. C'est une problématique générale à la voile. C'est générique à toute la voile. Et dans le catamaran qui amène plus facilement des gens primo, eh ben, ça se pose plus sensiblement. Mais du coup, à nous d'y répondre d'ailleurs. Oui, là, je partage complètement cette analyse. Les gens attendent, je veux hisser la voile, c'est quel bouton? Ils ne veulent pas savoir où est-ce qu'il y a une tonne de nouilles qui va se... Voilà, le mori est un mot qu'il faudrait éviter de prononcer. Donc voilà, non, mais voilà, c'est des choses qui dépassent, qui heurtent nos clients. On leur dit, écoutez, c'est vachement bien prévu, c'est renvoyé là. Ils ouvrent des yeux, on a vu que c'était un mauvais sujet. Ouais, ce que je voudrais rajouter au niveau du frein, pour nous, le frein, ça va être le prix par jour. C'est-à-dire qui va limiter finalement la taille des bateaux. C'est vrai que nos clients veulent de plus en plus d'équipements. Je pense que aujourd'hui, par exemple, les toilettes sont tous électriques, ou à peu près, surtout les nouveaux bateaux, c'est les toilettes électriques, les winches sont électriques, etc. Maintenant, le problème est plus au niveau d'un budget de location, c'est-à-dire qu'on voit un petit peu que la limite aujourd'hui est toujours de 1100, 1200 euros par jour pour un catamaran. Au-dessus, ça devient vraiment rare ou réservé à des marchés vraiment spécifiques. Mais donc, on est limité un petit peu au niveau de la taille des bateaux, en bateaux sans équipage, qui vont être des bateaux entre 40 et 46 pieds ou 40 et 48 pieds. Après, on est sur des coûts de bateau par jour qui sont largement plus élevés et on est dans une autre catégorie de bateaux. Alors, Jean-François Sazan, vous dites un petit mot aussi sur les catamarans à moteur. Oui, brièvement. Alors, on est les seuls à en exposer ici. Et je voudrais lancer un appel aux autres constructeurs. Il faut en faire aussi. Parce que, en fait, ce qui crée un marché, c'est la dynamique. C'est ce qu'on voit bien sur la voile. C'est parce que le client, quand il vient, et notamment dans un salon comme celui-là, il se dit il y a une offre large. Il a les produits, je dirais, à large spectre, et ensuite des produits plus ciblés. Mais il se dit, puisqu'il y a une concurrence, je vais avoir finalement une offre où le rapport qualité-prix va être correct, puisqu'ils vont être obligés de faire des efforts les uns les autres pour me choisir. Et en catamateur, on n'a pas ce challenge aujourd'hui. On l'a dans certains pays, hein. Sur certaines zones. Je pense à l'Australie, il y a une offre catamateur, mais elle n'est pas assez connue. Et donc aujourd'hui, ce n'est pas le marché du catamateur qui existe, mais qui est bien inférieur à celui manque aujourd'hui de concurrence. Et tous ceux qui l'ont essayé l'ont plutôt trouvé bien. Absence de roulis, faible de consommation. Il y a des vrais atouts. On retrouve des atouts du bateau à voile. Certains se posent même sur certains bateaux à voile de se dire il n'y a qu'à le vendre sans le mât.
ou en le développement comme vous faites en Afrique du Sud, en faire 2 versions. La version, c'est le même bateau, mais le toit est un peu différent au moteur. Je pense qu'il y a un vrai enjeu pour l'avenir, mais qu'aujourd'hui, c'est l'absence de... On est trop peu nombreux à être actifs sur ce marché-là, et la clientèle se dit, puisqu'ils sont qu'un ou deux, ça doit être vraiment un produit bizarre. Donc quand est-ce que Lagoon fait des Lagoon l'a fait. On l'a fait, mais avec une approche qui était très troller, donc qui était vraiment de bateaux de propriétaires et de vie à bord. Et c'est vrai qu'à la taille du groupe, on a trouvé que les résultats, on a fait 6 ans de production, étaient un peu décevants par rapport à ce qu'on voyait en termes de croissance en voile. Donc on s'est reconcentré sur notre métier à cette époque-là. Mais Jean-François a raison, il n'y a aucune raison que sur le long terme, le catamoteur ne soit pas un produit qui fonctionne hyper bien, c'est sûr. En plus, aujourd'hui, ça c'est ce que je crois que Jean-François a dit ça au début, c'est qu'il n'y a plus de barrières. C'est-à-dire qu'il y a 20 ans, il y avait des gens qui étaient voileux sur des monocoques, il était hors de question qu'ils puissent penser qu'un jour ils navigueraient sur des bateaux à moteur. Or aujourd'hui, ces barrières-là, avec les nouveaux utilisateurs, ont complètement explosé. Ils vont choisir un bateau à moteur pour aller par exemple dans les Ioniennes parce qu'ils vont se dire qu'il n'y a pas de vent et que j'ai qu'une semaine et je veux faire un maximum de choses. Donc ils vont chercher le bateau. Ils vont trouver le bateau qui convient à leur croisière, convient à leur programme, convient à leur équipage. Qu'il soit monocoque, catamaran, moteur ou voile, finalement, ça n'a pas vraiment, aujourd'hui, vraiment d'importance. Ce qu'il faut, c'est avoir le bateau qui convient bien, utilisable rapidement, et dans lequel on retrouve un maximum de confort identique à celui de la maison. Nous, on est complètement dans cette logique. La logique d'avoir 3 chantiers qui sont dédiés au grand voyage. Donc chez Garcia, qui est quand même un peu la Rolls historique du grand voyage, c'est vrai qu'on a lancé un troller parce qu'on voit que les barrières, c'est exactement ce que vous expliquez, les barrières tombent. Les gens veulent du grand voyage, le plaisir du grand voyage, mais ils ne veulent pas forcément l'aspect voile avec sa complexité ou une perception de l'effort physique, même si c'est beaucoup moins vrai aujourd'hui. Et du coup, on a lancé un troller, ce qui pour nous était une nouveauté, parce qu'on a vu que le besoin est le même et qu'il y a des attentes de solutions techniques différentes. Alors on l'a fait en monocoque pour avoir une consommation la plus faible possible, à peu près 1 litre par 1000, mais je pense qu'il y a des options sur le kata également. Bon, après, il y a différentes solutions à creuser, mais sur le besoin, je pense qu'on est tout à fait d'accord. Alors, est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Monsieur Dolo, il faut cavaler. Là-bas, et ensuite le... Oui, bonjour. Une question, on a beaucoup parlé bateau, mais je voudrais juste parler un tout petit peu économie. C'est intéressant de voir que vous partez en fait du bateau à moteur et de l'évolution qu'il y a pu avoir dans ce secteur. Puis ensuite, on a parlé des monocoques et on arrive aujourd'hui aux multicoques. Le marché des bateaux à moteur a vécu un moment une période de concentration avec la formation de grands groupes italiens, américains notamment. Il y a eu ce même type de concentration dans les monocoques et c'est peut-être indirectement ce qui a permis de faire de la plus grande série, donc d'arriver à des bateaux produits moins chers et qui démocratisent finalement l'accès à ce marché. Si je vous comprends bien, on est aussi dans le marché du multicoque dans une logique où de plus en plus l'offre éduque la demande. Ma question est la suivante. Est-ce que d'après vous, notamment M. Fontaine, il faut s'attendre dans les années qui viennent à une concentration sur ce marché, donc des chantiers très petits, indépendants, qui ont peu de financement, qui se rapprochent les uns des autres? On peut penser notamment à ce qui est en train d'arriver en ce moment à Aliora. Est-ce que c'est une tendance qui va se développer dans les années à venir et qui va peut-être permettre justement d'avoir moins d'acteurs avec des produits plus stéréotypés, mais avec un prix d'accès plus facile pour le marché? Écoutez, c'est une bonne question. Moi, effectivement, les coûts de développement des produits aujourd'hui sont des coûts élevés. Et donc, il faut trouver derrière les volumes suffisants, et ça va dans le sens d'une certaine forme de concentration. Ceci dit, je pense aussi que des acteurs trop concentrés ne vont pas s'intéresser à des bateaux, et la remarque qui vient d'être faite sur le bateau moteur, par exemple, l'illustre bien. Dès qu'une structure est un peu intéressante, elle ne va pas s'intéresser à tout ce qui ne développe pas un minimum de marge ou un minimum de volume. Et ça laisse de la place à des constructeurs de multicoques. On est aujourd'hui sur un marché du multicoque qui couvre la force du secteur multicoque. Aujourd'hui, on couvre un panel extrêmement large d'utilisateurs potentiels. Je pense que sur le fond, à moyen terme, vous avez raison. Il y aura un phénomène de concentration. Et quand on parle concentration, c'est transnational, quoi. Ça peut être avec l'Afrique du Sud, ça peut être avec d'autres pays. Et je pense que à côté de ces concentrations-là, il y aura toujours la place pour quelques acteurs qui ont parfaitement ciblé leur
leur action. On essayait de parler de statistiques. On a du mal à faire des statistiques sur le monde du multicoque parce qu'il y a des acteurs qui ne sont pas présents ici, mais qu'on trouve quand on va dans certains pays. Eh bien, on trouve quelques bateaux construits dans la zone. Je regarde l'Afrique du Sud, il y a 4 constructeurs en Afrique du Sud. Alors, ils ne sont pas tous présents ici. Il reste quand même, mais je crois quand même, sur les cœurs de cible, un rapprochement. Et puis sur tous les marchés plus ciblés, plus étroits, il y a vraiment de la place pour des entreprises, mais qui n'auront peut-être pas des renouvellements de produits aussi fréquents. Bon, je peux juste compléter en disant que dans le cas de Lagoon, par exemple, qui fait partie du groupe Beneteau, les moyens industriels de développement et de production, ils sont exactement les mêmes que pour un monocoque. Donc le coût élevé dont parlait Jean-François, il est inhérent au produit lui-même, en fait. Oui, bonjour. On a parlé beaucoup tout à l'heure des développements de gréement à ailes rigides, et notamment aussi des ailes avec tissu. Et dernièrement, dans Voiles et Voiliers, il y a eu un article assez intéressant sur un monocoque, un one-off, avec 2 mâts autoportés, rotatifs, avec des ailes rigides. Et il disait, c'est très simple, il y a un bout de ficelle pour hisser la voile, un bout de ficelle pour la diriger. Est-ce qu'on s'oriente aussi vers ce genre de développement pour les multicoques, parce qu'on est au multicoque? Moi, je connais bien ce bateau, parce qu'il a été fini dans le bassin à flot à Bordeaux, donc je suis allé le voir très souvent. C'est un mât elliptique avec une voile épaisse sur l'avant, avec 2 profils sur l'avant, et une voile simple sur l'arrière. C'est un gréement assez intéressant et qu'on a effectivement regardé. Quand je parlais de réfléchir sur comment simplifier l'utilisation du bateau, ça fait partie des choses qu'on regarde, bien sûr. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Yann, pas de questions sur Twitter? Ok, merci à vous. On va passer à la table ronde suivante. Merci bien.